Salut et bienvenue dans Secret d'entraîneur. Cette semaine, je suis très content d'avoir reçu Tamara Awada. C'est une entraîneur d'athlétisme spécialisée dans le sprint et le saut, particulièrement le sprint, qui travaille à l'AC Boulogne-Billancourt. Alors tu le verras très vite dans l'épisode, elle a un magnifique accent qui lui vient du Liban. Elle est venue en France pour justement ses études et entraîner. Dans cet épisode, on va aborder plusieurs thématiques, comme d'habitude. La première, qui est celle qui tient, je pense, le plus à cœur à Tamara, c'est sa place de femme, jeune, au sein d'un collectif qui a beaucoup d'ego. Donc on va parler de la gestion de ces sportifs au quotidien, de la confiance et comment obtenir la confiance de ces sportifs. Mais on va aussi parler d'athlétisme, de travail de vitesse, de travail de pied, de travail de pliométrie. J'ai vraiment adoré cette personne que je ne connaissais pas du tout avant de la rencontrer. Elle est super sympa et elle est extrêmement qualifiée. Tu le sais, généralement dans l'émission, je reçois des gens avec beaucoup d'expérience et un peu plus âgés. Là, j'ai eu la chance de recevoir Tamara, qui est jeune, et avec une vision légèrement différente des experts que je reçois d'habitude. C'était très intéressant en tout cas d'échanger avec elle. Et avant de te laisser à l'épisode, n'oublie pas, tu peux rejoindre le club des entraîneurs. Ça te permettra d'accéder à des lives avec tous les experts que tu vois dans l'émission pour échanger directement avec eux et retrouver énormément de contenu. En plus de ça, tu as accès à un espace d'échange pour pouvoir enfin discuter avec d'autres entraîneurs, d'autres disciplines, d'autres niveaux et enfin progresser. Donc ne reste plus isolé et rejoins-nous. On a dépassé la barre des 750 à l'heure où je te parle. Allez, bonne émission. Tamara, bonjour. Bonjour, Bienvenue dans Secret d'entraîneur. merci. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qui es-tu? Alors, je m'appelle Tamara Awada, je suis passionnée de l'athlétisme, de l'entraînement. J'ai eu un cursus traditionnel, j'ai fait une licence STAPS, option entraînement sportif à Toulouse, et un master, option optimisation de la performance. Et je travaille dans l'entraînement de l'athlétisme, donc les catégories jeunes. Et aujourd'hui, je m'occupe d'un groupe de sprint à l'ACBB, à Boulogne-Billancourt, depuis à peu près 5 ans. Ok. D'où t'es venu le goût de l'athlétisme? Je sais pas, j'ai commencé tard en plus l'athlétisme en tant qu'athlète. Et vraiment, c'est une passion pour le sprint, pour l'entraînement du détail, de la technique. Et, euh, et voilà, donc je me suis dit, je veux devenir entraîneur, je veux amener des athlètes au plus haut niveau possible dans cette spécialité. Et après, voilà. Ok, trop bien. Alors, il y a un thème qu'on va aborder de suite. C'est que tu es une femme, tu entraînes. C'est quelque chose qui est pas forcément commun, en tout cas dans ton sport. Comment est-ce que tu te sens, toi, en tant que femme entraîneur? Aujourd'hui, ça va, mais ça n'a pas toujours été facile. Faut pas se mentir. Aujourd'hui, c'est un domaine très masculin, le sport de haut niveau, le sport tout court. Et être femme, c'est différent. On débarque dans un club d'athlétisme. Déjà, on est jeune, j'ai à peu près l'âge de mes athlètes. En plus de ça, je suis une femme, je mesure 1,62 m. Je n'ai jamais été athlète de haut niveau. Donc, les athlètes, je peux faire tout un discours de motivation, de oui, je vais développer vos qualités physiques, je vais vous emmener à la meilleure performance possible. Mais les athlètes, avec tout l'ego que peut avoir un sprinter, il va te regarder comme ça, il va te dire, mais à quel moment c'est toi qui vas me donner des ordres? Et à quel moment tu vas faire comment pour améliorer ma performance à moi? Et du coup, ça commence déjà mal parce que les athlètes aujourd'hui, ils s'attendent à ce modèle d'entraîneur qui est un homme de 40 ans, de 50 ans, grand, avec toute l'autorité qu'il peut avoir, avec la voix qui résonne dans tout le stade. Il se retrouve face à moi. Donc, donc ça commence mal déjà. Et alors que ce modèle entraîneur, il va venir dans un club, tout de suite, on va lui faire confiance. Peu importe les compétences qu'il a, on va lui faire confiance jusqu'au jour où il prouve qu'on ne doit pas lui faire confiance. Alors que moi, on ne me fait pas confiance jusqu'au jour où je fais mes preuves. Et là, ils vont me faire confiance. Donc, déjà, c'est mal parti. Ouais, je comprends. Et ce problème de confiance, comment est-ce que tu réussis à le résoudre? Comment est-ce que tes athlètes prennent au fur et à mesure confiance en toi? Oui, déjà, il faut accepter que la réaction de ces athlètes, c'est pas personnel, que voilà, on vit dans un monde où les hommes, ils dominent.
Il faut donc accepter et être patient. Et il faut être 100% sûr de ce qu'on est venu faire. Moi, je suis venue pour entraîner. Donc, peu importe les difficultés, je vais réussir à entraîner. Et par là, le conseil que je donne aux jeunes femmes qui débutent, c'est faisez-vous confiance pour que vos athlètes ils puissent vous faire confiance. Respectez-vous pour qu'ils puissent vous respecter. Et surtout, il faut assumer le rôle de leader dans un groupe et faire preuve de compétences. Tous les jours, il faut se former tous les jours pour pouvoir être irréprochable sur le terrain. Et après, bah, les athlètes, à la fin de la saison, ils vont se regarder. Ah bah toi, tu as progressé, bah, moi j'ai progressé, on a tous progressé. Donc ce qu'elle propose, c'est pas plus mal au final. Donc sûrement, j'ai toujours pas la voix qui résonne dans tout le stade, mais j'ai une autorité d'une manière différente qui fonctionne au final. Et à partir de là, c'est moins dur. Tu parles de leader. Est-ce que c'est à l'entraîneur, d'après toi, d'être leader ou c'est parfois des athlètes qui le sont? C'est les deux. Mhm. Vraiment. L'entraîneur, il est là pour organiser l'équipe, pour montrer l'exemple. Mais après, il faut que les athlètes ils se prennent en main aussi. Mhm. Je ne peux pas tout faire, ils ne peuvent pas tout faire non plus. Donc, ça fait vraiment un travail d'équipe. Ok. C'est quelque chose que tu organises ou que tu laisses faire totalement librement, toi? Ça se fait assez naturellement. Ça dépend Mhm. des personnalités des athlètes, mais un leader, c'est un peu inné. Il est leader de nature et il fait en sorte de le montrer tous les jours à l'entraînement. Et après, les suiveurs, ils suivent. Après, ça change. Mhm. Donc, voilà. Et pareil, tu parlais d'ego du sprinter. Alors, je pense qu'on le retrouve dans tous les sports. Comment est-ce que tu laisses exprimer cet ego et est-ce que tu le laisses exprimer? Est-ce que, est-ce que tu vas essayer de l'étouffer, au contraire de le galvaniser? Euh, c'est normal d'avoir un ego, surtout dans les sports agressifs, on va dire ça comme ça. C'est normal, il ne faut pas le prendre comme un truc négatif. C'est cet ego qui va lui permettre, sur une ligne de départ, de donner tout ce qu'il a, Mhm. de ne pas accepter facilement la défaite, de faire de son mieux pour montrer de ce dont il est capable. Mais ça a des limites quand même. Il ne Mhm. faut pas que l'ego il prenne la place des qualités, des choses beaucoup plus simples. Il faut trouver un juste milieu. C'est pas très simple. Surtout qu'avec les sprinteurs hommes, tout baraqué, c'est pas compliqué, mais il faut savoir mettre des limites à cet ego, canaliser l'ego. Ok. Et justement, en tant que femme, quels sont les problèmes majeurs ou principaux que tu rencontres au quotidien avec tes sportifs ou avec les autres entraîneurs d'ailleurs? Mm. Euh, Bah déjà, avec les sportifs, c'est ce qu'on a dit au départ, c'est cette relation de... Ils ont du mal à accepter l'autorité. Ça veut dire qu'un entraîneur masculin, aujourd'hui, il engueule l'athlète. C'est un peu plus digérable que quand moi j'engueule l'athlète. Et avec les autres entraîneurs, clairement, ceux qui ne me connaissent pas, ils ne me prennent pas au sérieux. C'est très Mhm. simple. Ils se disent, c'est ce qui cette jeune femme, enfin, me prennent pas au sérieux. Et après, pareil, il faut prouver ce qu'on fait. Et après, ça passe tout seul. Mais c'est sûr que les opportunités, elles ne sont pas pareilles. Euh, on ne se fait pas respecter tout le temps dans tous les clubs. Dans un sport de haut niveau, il y a une femme qui débarque. Déjà, s'il y a une femme qui débarque, c'est très bien. Parce que Mhm. souvent, on donne pas cette opportunité aux femmes parce qu'ils veulent éviter les problèmes, surtout avec les athlètes masculins et compagnie. Donc, c'est pas la même chose. Ok. Et d'après toi, comment ça se fait qu'il y ait si peu de femmes dans le milieu de l'entraînement? Je pense que les femmes, elles ont peur de se lancer. Moi, j'ai beaucoup d'amies, femmes, qui voulaient faire entraîneur. Elles ont débuté et puis elles se sont retrouvées dans des situations où on ne se fait pas respecter, les athlètes ils sont mal polis, ils ne trouvent pas du travail, Mhm. euh, c'est pas le même travail. Souvent, elles entraînent des enfants avec tout le respect que j'ai pour entraîner des enfants, je le fais aussi, mais elles n'arrivent pas à monter les échelles. Et ça, c'est parce que aujourd'hui, les femmes qui brillent dans ce domaine, on les met pas assez en avant. Mhm. Donc il y en a plein.
Il y a des femmes, des entraîneurs en France, à l'étranger, qui entraînent du très 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 haut niveau, mais on les met pas assez en avant. Il faut montrer le succès des femmes, il faut montrer que c'est possible pour avoir ce modèle féminin. Pour le moment, le modèle d'un entraîneur, c'est voilà, l'homme de 40 ans qui a, qui a cette autorité différente. Et il faut les montrer en avant, celles qui brillent. Et il faut proposer aussi des opportunités égales pour que les femmes, elles n'abandonnent pas et qu'elles ne regrettent pas après d'avoir lâché leurs rêves. Moi, j'ai souvenir en STAPS, parce que pareil, on a fait un peu le même parcours. J'ai fait une licence 3 en entraînement et après j'ai fait un master en prépa physique. Et même en licence entraînement, alors le master prépa physique, on peut se dire la prépa physique, c'est plus un côté masculin, pourquoi pas. Mais l'entraînement, je crois que sur une promo de 70, il y avait 4 ou 5 filles. Est-ce que, en fait, les femmes auraient peut-être moins d'intérêt, c'est une question naïve, hein, c'est pour avoir ton avis, mais est-ce que les femmes n'auraient pas moins d'intérêt pour l'entraînement que les hommes? Sachant que c'est un milieu très compétitif, est-ce que les femmes, finalement, sont intéressées, de manière générale, par ça? Alors sûrement, les hommes, ils sont plus intéressés parce que surtout de nos jours, les femmes, elles font de moins en moins de sport et elles se dirigent vers des domaines un peu plus différents, que ce soit artistique ou dans le business ou dans d'autres choses. Oui, il y a de moins en moins de femmes qui s'intéressent à ça. Pourquoi? Je ne saurais pas te dire pourquoi. Je connais beaucoup d'athlètes, enfin, surtout en athlétisme, il y a environ 50% de femmes et d'hommes qui pratiquent. Mais après, pour entraîner, elles n'ont pas envie, peut-être que parce qu'il n'y a pas assez de modèles, peut-être que parce qu'ils ont l'idée que ce métier il n'est pas fait pour eux, que c'est un métier d'homme. Et du coup, ils se disent, bah, c'est pas pour moi. Ouais, je comprends. Ok. Ce serait intéressant peut-être que je le ferai sur les réseaux sociaux, de faire un sondage justement pour essayer de comprendre, pour voir pourquoi les gens choisissent ce métier d'entraîneur et peut-être savoir pourquoi il y a une telle disparité homme-femme. Oui. Je sais qu'il y a des disciplines où c'est pas le cas, comme la gym, où il y a vraiment un squeeze, ou l'équitation, ou la danse, etc. Donc ce serait intéressant de savoir un petit peu pourquoi. Sur ton club, tu entraînes quel public? Tu nous as dit des enfants et aussi des très hauts niveaux. C'est ça? Oui. Comment tu entraînes ces deux publics? Est-ce que tu les entraînes un peu de la même manière? Est-ce qu'il y a des modifications, des choses différentes? Oui, alors j'entraîne tout le monde, toutes les catégories d'âge, d'éveil athlétique, ces enfants qui ont 6 ans, jusqu'à mon groupe de seniors. Et aujourd'hui, je suis très fière de le faire parce que on me dit souvent, mais tu as ton groupe de sprint, ils sont de plus en plus forts. Pourquoi est-ce que tu perds ton temps encore à entraîner les enfants? Tout simplement parce que j'ai pas envie d'aller au travail un jour et d'avoir un miracle, un cadet bien formé, extrêmement bien formé, avec qui je peux directement avancer. Donc non, je préfère prendre mon temps à bien former mon propre athlète. Et du coup, oui, j'entraîne le centre de formation. C'est différent. C'est des méthodes plus ludiques, c'est des méthodes plus pédagogiques et ça dépend de la catégorie d'âge. Mais c'est compliqué d'entraîner les enfants quand même parce que tu te retrouves à faire je ne sais pas combien d'heures par semaine, à faire des compétitions. Il faut être compétent dans tous les domaines. Il faut faire des sauts, des lancers, des courses. Il faut développer cet athlète. Faut qu'il soit complet, l'athlète, avant d'arriver en senior. Et après, en senior, les méthodes, elles sont beaucoup plus... Il faut vraiment faire la différence. Même moi, en tant que coach, c'est pas les mêmes consignes, c'est pas les mêmes instructions, c'est pas les mêmes exercices. Il y a moins de pédagogie chez les seniors. Il faut être beaucoup plus strict. Donc, c'est un peu de tout. Ok. C'est quelque chose qui... J'ai déjà discuté avec plusieurs intervenants, mais plus en off. C'est qu'on a tendance à supprimer complètement l'aspect ludique du sport et de l'entraînement chez les seniors. Et moi, j'aime bien justement dans mes entraînements le reproposer, le remettre. Parce qu'on se dit, un adulte, ça reste quelqu'un qui aime bien jouer, qui aime bien sortir de ces cadres-là. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu fais ou jamais, ou très rarement? Oui. Il faut savoir que l'athlétisme, c'est un sport très ennuyant. On arrive tous les jours pendant 4-5 ans, on s'échauffe pendant 40 minutes.
déjà le même échauffement tous les jours pendant 40 minutes. Et après, voilà, on fait une petite partie technique et on court. Au final, on court, il n'y a pas de jeu. Donc oui, j'essaye tout le temps peut-être pas tous les jours, mais de temps en temps, de faire en sorte que mes ateliers soient un peu plus ludiques. Je vois un peu le sourire de ces athlètes, parce que souvent, je les vois vomir. Donc, s'ils peuvent sourire de temps en temps et bien s'amuser, ça serait bien. Et ça peut être autant bénéfique. On peut faire des ateliers de vitesse où on améliore une vraie qualité physique, mais en forme de jeu. Ça ne veut pas dire qu'on fait rien, c'est juste que l'atelier, il est plus amusant pour cet athlète, le pauvre. Ouais, je comprends. Quand tu entraînes des enfants, ton objectif, quel est-il? Est-ce que c'est de former de futurs champions plus tard, de bons humains, de bons athlètes, de leur donner des bases pour qu'ils fassent des choix derrière? Quelle est ta vision là-dessus? C'est une très bonne question parce que c'est ça en fait qui fait la différence entre un animateur sportif qui a eu son diplôme 3 semaines, qui vient faire du babysitting et de la garderie, et un entraîneur. Donc même si on entraîne des jeunes, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas encore cette vision de performance. Moi, j'entraîne pas les jeunes pour faire des heures. J'entraîne dans le but de la performance. Et oui, après, il y a toutes les valeurs du sport qu'il faut apprendre aux jeunes. L'esprit de compétition, le respect, ça c'est aussi le rôle d'un entraîneur de centre de formation. Mais c'est surtout la performance. Aujourd'hui, je détecte un athlète qui a du talent, un petit jeune qui a du pied, de la vitesse naturelle, qui avec l'entraînement, il s'est amélioré très vite. Qu'est-ce que je fais de cet athlète? Donc, et à partir de là, il y a 2 méthodes. Est-ce que je fais une spécialisation précoce ou bien est-ce que je fais une diversification? Donc, les 2 méthodes sont différentes, mais sont toutes les deux dans le domaine de la performance. Et ça, c'est un entraîneur qui doit le faire. Ok. Et est-ce que tu peux revenir sur comment est-ce que tu choisis s'il y a diversification ou spécialisation? Alors, une fois que cet entraîneur, déjà, il a mis son ego de côté et qu'il a décidé d'entraîner les jeunes et qu'il y a du talent, il trouve un athlète qui a du pied, qui a quelque chose. Ou bien, je fais une spécialisation précoce, c'est-à-dire que, on va dire, il est en Benjamin première année. Je fais au plus vite possible pour atteindre un résultat le plus vite possible. C'est-à-dire que je me mets des objectifs à court terme. Je me dis, cet athlète, Benjamin ou minime, il doit être au championnat de France cadet. Et ça ne se fait pas le jour J, ça c'est en avance. À partir de là, je mets en place un programme qui optimise au mieux les qualités physiques, donc avec toutes les méthodes avancées qu'on peut avoir, en sachant que c'est un jeune. Donc la force, la vitesse, la puissance. Et je fais que du sprint. Ça veut dire il veut faire du sprint, il a des qualités sur du sprint, je fais que du sprint. C'est sûr qu'on va obtenir des résultats très vite. C'est sûrement ça ce qu'ils font les entraîneurs de nos jours en France. Pour avoir une catégorie aussi forte en France en cadet, c'est que ces jeunes, ils ne se sont pas amusés à faire du foot à côté, de la longueur, de la hauteur. Eux, ils sont spécialisés très vite sur du sprint et du coup, sûrement qu'on va avoir des résultats très vite. Avec toutes les méthodes, l'haltéro, la force, je ne dis pas que c'est mauvais, c'est juste c'est une méthode. Mais cet athlète, il va arriver en espoir. Il a 20 ans, il arrête l'athlète. Et c'est souvent le cas des athlètes français, c'est qu'on est très fort en cadet, en junior. Après, en espoir, c'est même pas où on est moins fort, c'est on n'est plus là. Ces enfants, ils ont fait 10 ans de sprint pur, ils en ont marre. Et ça, c'est sans parler de la stagnation. Donc, on a tellement tout fait qu'on ne peut plus rien faire. L'athlète, il a stagné, il est dégoûté, on lui a mis la pression de la compétition trop tôt qu'il n'en veut plus. Et puis, la diversification, c'est le fait de laisser l'athlète faire d'autres sports, peut-être, en sachant qu'il y a des sports très compatibles, que des qualités physiques qu'il va avoir dans d'autres sports, comme le foot, la gymnastique, peuvent avoir un impact sur les qualités physiques utilisées en sprint.
Et même au sein de l'athlétisme, faire beaucoup de disciplines, faire toutes les disciplines, faire les épreuves combinées, faire des sauts, des lancers, du sprint, même du demi-fond. Pour que l'athlète, en fait, il développe des qualités physiques fondamentales qu'on en aura besoin après pour le sprint. Et c'est sûr qu'on n'aura pas les mêmes résultats, on n'aura pas les résultats très vite. Mais par contre, arrivé en cadet junior, on sera encore dans une progression et il n'y aura pas de stagnation. Mais après, il y a des désavantages aussi, c'est que avec la concurrence d'autres sports, c'est-à-dire qu'un athlète rapide aujourd'hui, tout Tu le monde en anticipes ma veut. question. Tout le monde en veut, un athlète rapide, le foot, le rugby, le basket, ça reste les mêmes qualités physiques. Et quand on fait un petit lavage de cerveau à un jeune, on lui dit athlétisme, tu vas rien avoir, c'est un sport de pauvre, nous, tu peux devenir Mbappé, des trucs comme ça, l'athlète va partir. Et oui, c'est un risque. C'est le risque aussi. Moi, par exemple, je travaille dans un milieu Boulogne-Billancourt. C'est souvent un public qui fait des études supérieures. Moi, j'ai 4 athlètes dans mon groupe qui sont médecins, qui font des études de médecine. Donc, c'est ça le risque aussi. Si je perds mon temps à bien vouloir former cet athlète, est-ce qu'arriver en terminale, il va pas vouloir faire des études supérieures, il va un peu laisser de côté l'athlétisme, le sport tout court. C'est pas sa priorité. En plus, en sachant qu'il n'a pas fait de grosses expériences de compétition de haut niveau, ça, il va dire ça sert à quoi? Moi, je veux faire des études. Donc, on aurait perdu un petit peu de temps. Ouais, Voilà. je comprends ce que tu veux dire. Après, est-ce qu'on perd vraiment notre temps? C'est vrai. C'est la provoque. Ouais, le modèle américain veut ça beaucoup sur les échanges de sport, où on voit pas mal d'athlètes de très haut niveau, je pense à la NFL, en basket, etc., qui en fait viennent de l'athlé, ont appris à se déplacer magnifiquement bien en athlé. Et une fois que c'est maîtrisé, ciao, on va dans les sports qui payent. C'est un peu ce que tu disais. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, est-ce qu'un sportif de haut niveau en athlé, il peut en vivre ou pas du tout? En France, non. Okay. Honnêtement, sauf si vraiment tu fais partie des... Oui, des meilleurs mondiaux. 1%, oui, vraiment des meilleurs mondiaux. Mais la plupart des athlètes de haut niveau, ils ont un travail à côté. Ça, on ne le sait pas. Mais moi, j'ai eu la chance de m'entraîner avec un groupe de haies qui ont fait des Jeux Olympiques et compagnie à Créteil. Et je connais les athlètes, ils travaillent à côté. Ils ont une vie de famille en plus de l'entraînement. Donc... en fait, l'athlé, ça ne permet pas aujourd'hui de faire que de l'athlé. On peut en faire, mais jusqu'à quand, je ne sais pas. Ok. Et en tant qu'entraîneur, est-ce qu'on peut en vivre en athlé ou pas? Toujours pas. Donc, oui, non, on ne peut pas. Même si on fait... En fait, l'athlétisme, quand on est entraîneur d'athlétisme, il faut accepter le bénévolat. C'est même si on est payé, même si on est en CDI, les heures qu'on fait sur le stade, les heures et les heures terminent à 21h. Si l'athlète il prend 15 minutes de récup entre les courses, on termine à 22h. Les week-ends, les compétitions, les déplacements, tu fais toutes les catégories d'âge. Tu as des compétitions samedi, dimanche, limite toute l'année. C'est du bénévolat. Il ne faut pas s'attendre à avoir un salaire comme un médecin ou comme les gens qui ont fait d'autres domaines. Il faut savoir faire quelque chose à côté. Il faut savoir gérer ce qu'on fait. Il faut accepter que ce n'est pas un sport de riches et que les entraîneurs aujourd'hui, ils ne sont pas payés à la valeur. On n'est pas payé comme un entraîneur de football, de rugby. Pas du tout pareil. Ok. Et ça, comment ça se fait? Parce qu'il y a quand même beaucoup de licenciés, je pense, en athlétisme. J'ai pas les chiffres exactement, mais ça doit être autour des 400, 500 000 licenciés, non? Oui. Et c'est-à-dire que les clubs, quand même, tournent bien, récupèrent de cotisations. Donc, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à créer un système? Ouais, c'est vraiment une question ouverte pour échanger avec toi. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à professionnaliser, en fait, nos métiers, quoi? Je sais pas, je pense que c'est vraiment un problème de la fédération française. C'est qu'aujourd'hui, une licence d'athlétisme, elle coûte parfois 150 € l'année, 180 € l'année.
C'est même pas un centime par séance donné au coach. C'est pour ça que ça reste un sport de pauvres. C'est que quand tu vas au tennis, quand tu vas à l'équitation, ils payent des licences énormes de, je sais pas, je dis n'importe quoi, 500 euros, 600, 700 euros, sans même compter le matériel. Non, on n'a même pas besoin de matériel. Juste donne-moi une pointe, paire de pointes que je peux utiliser toute l'année. Et donc les licences, déjà, c'est un souci. C'est qu'on ne paye pas assez le prix de nos entraînements. C'est même pas pris au sérieux. Tu vas dans une salle de sport, tu payes 20 euros Ouais, le à gros l'accès. minimum. Tu n'as même pas un coach. Tu n'as même pas un entraîneur. Personne ne te regarde, tu fais ce que tu veux. Alors que nous, on fait en sorte de donner des programmes individualisés, on vise la performance, tout ce que tu veux. Je pense que c'est vraiment un problème de Un modèle fédération. économique qui Et va pas. du coup, les associations sportives, les clubs, ils arrivent à un moment, entre le coût des entraîneurs, du matériel basique, et ce qu'ils doivent payer aux entraîneurs, ils sont à l'équilibre et ça, c'est pas en déficit. Ok. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que dans le futur, j'aimerais trouver des solutions pour ces problématiques-là. Parce que c'est pareil dans quasiment tous les sports. On parlait de foot, de rugby, mais même le foot et le rugby en club loin du haut niveau, il y en a la plupart qui sont juste bénévoles et qui ne gagnent pas un centime. Et à un moment donné, personne dans n'importe quel autre milieu accepterait ça. Et nous, par passion, soi-disant, Oui, c'est ça, on accepte de passer nos vies là-dessus. Est-ce que toi, tu arrives à trouver un équilibre justement économique et entre ta vie pro et perso? Parce qu'on a quand même une vie pro qui est très prenante. Tu le disais, les week-ends, les soirs, etc. Est-ce que c'est possible d'avoir un équilibre d'après toi en tant qu'entraîneur? Déjà, la vie perso, c'est mort. Quand tu fais ce métier, tu connais déjà les heures d'entraînement, tu connais déjà ce que ça impose. On n'a pas de vie. Parce que tu finis tous les soirs à 22h. Donc, en général, 20h, enfin 19h, 21h, c'est l'heure où les gens ils vont voir leurs amis, ils vont voir leur famille, ils vont sortir. Nous, on est au stade. Il fait moins de degrés, on est au stade. et les week-ends, on n'a pas de week-end. Donc, toute la vie, tout le côté social, c'est mort, il faut laisser tomber. Et là, il faut trouver un environnement de gens qui te supportent, qui savent que tu as de la passion et tu fais tout ça par passion. Et que si tu es dans un bureau, moi, je ne pourrais pas être dans un bureau de 9h à 17h, comme ça, assise sur l'ordi. Je ne peux pas. Donc, j'ai choisi de faire ce que j'aime, j'assume. Ok. Parce que hier, je discutais avec Michel Gillot, qui nous parlait de la dépression des entraîneurs, que tous les entraîneurs, au bout de quelques temps, font une énorme dépression et la plupart soit changent de milieu complètement, soit en ressortent grandis et deviennent de très grands entraîneurs parce qu'ils ont assumé justement pleinement ce côté je mets la vie perso de côté. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé ou pas encore? Tous les ans, je dis que j'arrête. Tous les ans, en juin, je dis non, c'est pas possible, c'est trop de travail, je suis fatiguée. Et c'est vrai, j'arrête peut-être, tu sais, les vacances en juillet, août, on a fini les compétitions. Ça me fait du bien, mais fin des vacances, j'ai juste hâte de reprendre. Donc, tous les ans, en fait, c'est un burn-out. Et il suffit de se recentrer, de remettre en cause, dire pourquoi on fait ce métier. Voilà, je suis passionnée. Si j'arrête ça, je vais être encore plus en dépression. Donc, ça reprend. Et puis, en juin, ça recommence. Je suis en burn-out. Avec mon collègue, on est en dépression, mais vraiment... en fait, on n'a pas de vie, on n'a pas de vacances. Les vacances, c'est des stages. On peut pas vivre notre vie de côté. Donc oui, tous les ans, ça m'arrive. Je pense que ça arrive à tout le monde. Ouais. C'est pour avoir ton avis. Je vais essayer de poser cette question à un maximum d'entraîneurs, je pense. Ouais. Pour qu'on essaie de sensibiliser un petit peu les gens là-dessus. Parce que moi, je sais qu'en tant qu'entraîneur, j'avais la même problématique que toi. Tu finis les entraînements, il est 22h, le temps que tu rentres, 22h30, tu manges. Les week-ends en compétition, les vacances en stage, etc. Et tu te dis, bon, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ouais, c'est bien de sortir des gens champions régional à l'époque, mais en fait, ça me sert à quoi? Et puis, je gagne combien? Ah ouais, non, il va falloir que je fasse autre chose, quoi. Et à mon sens, si on arrive à changer les structures économiques des clubs, des assos, etc., je suis
intimement convaincu qu'on peut changer cet effet de dépression. Parce qu'en fait, si économiquement, on s'en sort mieux, on pourra prendre potentiellement des assistants. Parce que, j'ai n'importe quoi. Moi, je sais que souvent, j'arrivais 1 heure et demie avant le début des séances pour mettre en place les tatamis, pour prendre les lumières, ouvrir les vestiaires. Et en fait, je te dis, s'il y a quelqu'un qui me file au moins un coup de main sur ça, ça peut être bien. Si au lieu de gérer 30 gamins sur un tatami tout seul, j'ai quelqu'un qui m'aide juste pour les positionner, pour des petites tâches, en fait, ça t'enlève un poids énorme, moins de fatigue, donc sur le long terme, peut-être moins de dépression, comme on le disait, quoi. Oui. Donc, ça va être mon gros du travail bientôt. Il faut aussi faire en sorte de mettre le sport en avant. Les sponsors, les partenaires. Aujourd'hui, qui va sponsoriser de l'athlétisme? Donc ça aussi, c'est le travail à faire, c'est mettre en avant le sport pour que ça ramène quelque chose en contrepartie au sponsor, parce que le sponsor, il ne va pas venir te payer pour faire une compétition où il y a 100 athlètes qui font un 100 mètres et qui rentrent chez eux. Trouver un peu... médiatiser un peu le sport, ça va sûrement aider. Toi qui es assez médiatique sur les réseaux sociaux, ça a pas mal de monde, je sais plus combien, mais tu commences à avoir pas mal de monde, tu es assez active. Est-ce que toi, ça te rapporte un complément de revenu avec du sponsoring ou même pas? Et pourquoi est-ce que tu fais pas des programmes comme tout le monde? Ah, c'est bien, tu as remarqué que je faisais pas des programmes. Déjà, non, ça me rapporte rien. Je sais que si je travaille un peu plus là-dessus, je fais des TikTok, je sais pas, des lives, je sais pas comment faire déjà. Ouais, sûrement. Mais en fait, moi, les réseaux sociaux, je sais toujours pas comment ça marche. L'algorithme d'Instagram, moi, tout ce que je fais, c'est je filme mes athlètes sur des exercices que je juge utiles pour des athlètes et des coachs. Je les filme comme ça. Vraiment, ça prend 1 seconde. Je mets une musique, je poste. C'est vraiment pas dans le but d'obtenir de l'argent ou quoi que ce soit. Peut-être des partenariats, oui, mais c'est aussi pour mettre en avant, c'est pour mettre en avant ces petites entreprises françaises. Par exemple, là, je collabore avec une plateforme de force. C'est une marque française. Je me dis, je les aide aussi. C'est pas pour moi obtenir cette plateforme. Donc, oui, je sais même pas comment j'ai obtenu beaucoup de followers. Je sais pas. Mais j'insiste sur le fait de montrer la réalité. J'hésite pas à poster 100 fois le même exercice avec l'élastique et des montées de genoux. Parce que souvent, on cherche à poster des trucs complexes que personne ne fait, en fait. Des bossy balls, des trucs pour apporter des vues. Vraiment, ça c'est fatigant. Et moi, j'essaye, même dans les vidéos que je poste, j'essaye d'expliquer en commentaire l'intérêt que ça apporte cet exercice, que vous pouvez le reproduire avec d'autres exercices. On développe le RFD avec 50 000 exercices possibles. Donc, j'essaie de mettre un peu de sens pour changer un peu de ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux. Tous les gros titres, cet exercice va vous faire améliorer en 2 jours votre explosivité. Ou bien, vraiment, c'est grave. Tu es en train de me dire que c'est pas vrai? C'est pas vrai. Oh, merde. Ça, Oui, j'y croyais. mais voilà, et ça, c'est ce que font les jeunes aujourd'hui. Ils sont tous sur les réseaux. Ils regardent le secret, ce secret-là d'exercice complexe, là, je sais même pas c'est quoi. Ils viennent à l'entraînement et te disent, mais tu savais qu'il y avait un secret? Pourquoi tu le fais pas, cet exercice? Et puis, tous les exercices juste pour faire des vues, des soulevés de terre à 200 kilos. Oui, mais si tu fais des soulevés de terre à 200 kilos, tu n'arrives pas à courir vite, ça sert à quoi? Et puis les jeunes aussi, ils cherchent à reproduire ce qu'ils voient. Donc, moi, j'ai eu des cas. Un jeune, il a vu sur YouTube, je sais pas quoi, un Coleman. En fait, quand il court, il rase le sol plusieurs fois sur le départ. Je voyais mon athlète, un soir après l'entraînement, tout seul, essayer de raser le sol. C'était ridicule. Je lui dis, mais tu fais quoi? Il m'a dit, mais Coleman, il fait ça, j'ai vu sur TikTok, sur YouTube. Alors, comment expliquer à ce jeune qui n'est pas Coleman, déjà, et pas un champion olympique, et que cette méthode, elle fonctionne sur lui et pas sur toi? Et donc il faut essayer de sensibiliser les jeunes à ce qu'on voit, que tout ce qu'on voit n'est pas vrai. Et parfois, ça n'a aucun sens. Ils font tout pour les vues. Il y a des créateurs de contenu aujourd'hui, ils sortent sur YouTube, ils disent que
pour améliorer la vitesse, il ne faut pas dépasser 120 mètres à l'entraînement. Mais qui a dit ça? Donne-moi un article scientifique. Du coup, les athlètes, s'ils ne te connaissent pas assez, s'ils sont jeunes, voilà, ils vont te dire, ouais, mais non, mais tu me fais faire des 200, c'est pas logique. L'entraîneur de je sais pas qui, il a dit que ça se fait pas. Donc, il faut vraiment sensibiliser et mettre du sens à ce qu'on fait à l'entraînement pour que l'athlète il puisse avoir cet esprit critique sur les réseaux aussi. C'est n'importe quoi. Et quand tu entraînes des jeunes ou des moins jeunes, est-ce que tu leur justifies un petit peu ce que tu leur fais faire pour les intéresser ou pas? Euh, oui, j'essaie de justifier, mais sans trop m'étaler sur le sujet. Au Hmm. final, ils ne sont pas en cours de STAPS. Tu vas dire des mots techniques, ils vont rien comprendre. Mais j'essaye quand même de donner le juste nécessaire pour que l'athlète puisse donner du sens à l'exercice. Donc, s'il fait un exercice juste pour le faire, il ne comprend pas l'intérêt derrière, il ne va pas s'investir à 100%. Donc oui, il faut dire le nécessaire, oui. Sans trop. Ouais. Au début de l'échange, tu me disais que en athlétisme, vous aviez un échauffement donc, de 40 minutes qui est toujours le même. Est-ce que tu peux rentrer dans le détail? Pourquoi toujours le même? Pourquoi 40 minutes? Qu'est-ce que tu fais dedans? Oui, c'est toujours le même parce que ça fonctionne. Ça permet au corps de l'athlète de sa manière. Enfin, toujours le même pour l'athlète, mais il y a un échauffement qui peut être différent par rapport à la Mhm. personne. Mais oui, j'arrive au stade, j'active, je mobilise mes articulations, je fais des étirements actifs, je fais mes gammes. Les gammes, elles sont tout le temps pareilles, 2 fois, aller-retour sur 20 mètres. Et puis, je fais la petite phase de potentialisation, je fais un peu de sprint, d'accélération progressive et c'est parti. Après, oui, il peut y avoir quelques changements dans les exercices, mais l'idée, elle est pareille. C'est un échauffement en 4 étapes. C'est tout le temps pareil. C'est Ok. ennuyant. Parce que nous, c'est vrai que dans les sports de combat, on fait varier l'échauffement quasi à chaque fois, pour pas dire à chaque fois, en Oui. fonction de ce qu'il y a derrière. En athlète, ça se fait pas du tout, ça, Oui, ça. parce que tout ce qu'il y a derrière, c'est pareil, Toujours tout le pareil. temps, hein. Ok. On va sprinter, on va courir. Voilà, l'échauffement ne change pas que tu fasses du 100 mètres ou du 200 mètres dans la séance ou Non, des non. séquences courtes. Quand on est dans l'intensité maximale, il faut vraiment s'échauffer à Hmm. fond. Après, oui, si on fait de l'aérobie, il va pas s'échauffer pendant Ouais. 40 minutes. Il va s'échauffer un peu moins, mais toujours dans le même ordre. Je, j'élève mon niveau cardiovasculaire, j'active mes muscles, mes articulations, et puis je suis prêt. Je fais en sorte d'être prêt pour l'effort qui suit derrière. Mais oui, après, si on fait de la force en salle de muscu, on va pas s'amuser à faire des Hmm. talons-fesses pendant 2 heures. Mais en général, c'est long. Et il n'y a pas ce... Parce que moi, j'ai entraîné le rugby aussi. Enfin, au rugby, on s'échauffe ensemble. Il y a ce Ouais. côté travail. Enfin, c'est un vrai renforcement d'équipe, l'échauffement. C'est là où les athlètes, ils ont le temps de discuter, de s'échauffer ensemble, se préparer ensemble. Nous, c'est pas souvent ça. C'est surtout en compétition. Hmm. C'est là, c'est individuel. C'est moi, je n'ai pas envie de m'échauffer avec toi. Moi, je veux te battre. Au 100 mètres, chacun est concentré sur soi. Hmm. Voilà, il n'y a pas cet esprit d'équipe à l'échauffement. Ok. Et est-ce que cet esprit d'équipe, il peut y être sur les séances d'entraînement, même si c'est un sport individuel? Je Mm. prends l'exemple de la boxe ou le judo. Même si en judo, tu peux rencontrer l'autre fille ou l'autre mec en face, en compète, tu vas quand même t'échauffer à deux, parce que nous, on a besoin de l'autre pour travailler. Ouais, Et malgré tout, tu as quand même une certaine cohésion d'équipe. ouais, Euh, ouais, on est quasiment sur un sport d'équipe individuel. C'est assez drôle, mais ouais. on a cet esprit-là. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve en athlétisme ou jamais? Oui, on retrouve. Et je suis très fière de mon groupe aujourd'hui parce que j'ai réussi à faire en sorte de travailler cet esprit d'équipe. C'est pas simple parce que tu te retrouves aujourd'hui, moi j'ai 30 athlètes, on va dire 15 femmes, 15 hommes, ils ont presque le même niveau. Et Hmm. il faut savoir utiliser cette force d'avoir le même niveau à l'entraînement tous les jours. Donc ça, c'est dur à faire. C'est compliqué de se dire que bah, moi, je vais m'entraîner avec cette personne aujourd'hui. Demain, on va en compétition. On sera peut-être dans la même série. Voilà, c'est compliqué. Donc oui, tous les jours à l'entraînement, c'est vraiment un esprit d'équipe.
jusqu'au moment où on va en compétition, bien sûr, mais à l'entraînement, oui, ils s'aident sur de l'aérobie, ils s'aident sur de la vitesse, ils savent leurs points forts, leurs points faibles. Aujourd'hui, ceux qui sont plus forts en sprint ne sont presque jamais les plus forts dans les grosses séances d'aérobie. Donc, ceux qui sont plus forts là, ils s'aident enfin, voilà, c'est Hmm. vraiment un travail de cohésion. Ça, il faut que ça se travaille. Ça, tu le travailles comment? Vraiment, je les engueule tout le temps. Je Du coup, ils se les... soudent contre toi, c'est Oui, ça? oui, je pense que c'est ça. Ils ont fait un petit travail d'équipe contre moi. Je les engueule parce qu'au début, c'était dur. Il y avait des séances, par exemple, je te donne un exemple, de 6 fois 200. Ils veulent tellement gagner. Au premier 200, je dis tu passes en 28, il passe en 24 pour dépasser celui à côté et c'est fin de séance. Comment il va faire 5 fois 200 après? En fait, il ne respectait pas les séances pour, euh, pour gagner son camarade. Voilà, je les ai engueulés une fois, deux fois, trois fois. Maintenant, déjà, ils se mettent plus ensemble. Et je tape. Voilà. Et après, ils ont compris qu'il ne faut pas s'auto-saboter à l'entraînement. Il faut vraiment... En fait, l'autre, c'est un repère. Je sais que lui, il vaut 37, on va dire, sur 200, une fille. Et bah, je suis supposée être à côté d'elle. Elle est supposée être à côté de moi sur des grosses séances. Donc, c'est pas je fonce pour la Hmm. battre sur une course. En fait, c'est l'entraînement. Donc oui, en plus avec tout l'ego que peut avoir un sprinter, c'est vraiment une discipline très problématique. Tu retrouves ça que dans le sprint ou les sauts Non, non, vraiment que dans partout? le sprint, c'est Ah ouais? incroyable. Comment ça se fait? Je sais pas. Je sais pas parce que j'ai mes collègues, ils entraînent du saut. euh, En fait, je pense que c'est le fait de courir avec quelqu'un à côté tout le temps. On est en duel direct. Hmm. Alors que quand tu sautes, il n'y a pas quelqu'un à côté de Ouais, toi c'est qui saute en indirect. même temps. C'est vraiment, on va mesurer indirectement après la performance. Mais là, c'est vraiment très direct tous les jours à l'entraînement. C'est assez compliqué. Et il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu dis, c'est le fait de courir en 24 au lieu de 28. C'est vrai que on a tendance, dans tous les sports, je pense, à avoir des sportifs qui veulent toujours être à 100%. Mm. Comment est-ce que toi, tu leur apprends à être en dessous de ce 100% et comment tu leur fais comprendre que c'est important qu'ils soient des fois en dessous de ce 100%? Mm. Je les laisse comprendre tout seuls. Une fois Vraiment. qu'ils sont brûlés, Je vais leur dire, ça. moi, quand je commence ma séance, je dis, bon, aujourd'hui, la séance, c'est ça. Je dis le volume, je dis le temps de récup, je dis l'intensité. Je donne même des temps pour qu'ils Hmm. puissent comprendre ce qu'on attend d'eux. La première fois, il va aller à fond, il va vomir, il va arrêter la séance. La prochaine fois, il fera peut-être pareil. Après, il va comprendre. Donc, pour moi, le Hmm. plus important, c'est de finir une séance. J'ai pas envie que tu sois à 100% sur une course. Sinon, je t'aurais donné une séance d'une seule course. Bon, aujourd'hui, tu fais un 100 mètres à fond et on passe à autre chose. Donc, c'est très important de finir la séance, de respecter la séance. Parce que tu enlèves une course aujourd'hui parce que voilà, tu es trop fatigué, tu n'arrives pas. Bah, au final, c'est noté quand tu vas faire une Mhm. performance. Il ne faut pas s'attendre à que ta performance elle soit idéale alors qu'il y a plein de séances où tu n'as pas réussi à terminer parce que tu n'as pas respecté. Donc c'est ça le respect de la séance, de l'entraîneur. Voilà, et après, ils comprennent avec la maturité, l'expérience. Hmm. Et comment est-ce qu'ils arrivent aussi à se réguler sur les temps? J'avais posé cette question en natation, on me dit, bah, il le sait. Oui, il le sait. Ah ouais? Je ne sais pas comment, il le sait. Je trouve ça impressionnant. En fait, le schéma de course, il est tellement clair dans la tête de l'athlète que il sait ce qu'il fait. Il sait qu'en faisant ça, je cours à cette allure. En faisant ça, je cours pas à cette allure. Et ouais, on le sait. Ok. Je trouve ça vraiment impressionnant parce Oui, que oui. j'ai jamais fait d'athlé, Oui, c'est à part impressionnant. au lycée ou pour m'amuser avec des copains. Et moi, quand je me rappelle au lycée, on me faisait le 3 x 500. Oui. On me disait, tu cours super vite, niveau barème, t'as 20, mais il y a une fois où t'as couru encore plus vite, donc là, t'as 0 sur la régularité. J'ai dit, mais comment je sais que si je cours plus vite ou pas plus vite? Moi, tu me dis Mm. de courir, je cours, quoi. Mm. Et j'étais nullissime à ça, quoi. Oui. Donc c'est pour ça que je suis impressionné par les gens qui arrivent à se réguler, enfin, s'auto-réguler et à savoir exactement combien ils sont, quoi. Après, c'est quand tu fais de l'athlétisme tous les jours, tu
Tu sais quand même, et que quelqu'un te chronomètre, tu sais qu'en faisant ça, bah, tu vois aussi, que en faisant ça, tu vois ça. Peut-être que tu pourras pas le faire directement tout seul, sans chronomètre, mais à force, tu comprends. Ouais, par la répétition. Comment se compose une séance d'athlétisme? Tu nous disais donc 40 minutes d'échauffement. Et après, il y a quoi de manière générale? Est-ce que c'est 1 heure de Euh, sprint, 2 heures de sprint? Est-ce qu'il y a d'autres en, séquences? en Je sais pas général, du tout. il n'y a pas beaucoup de sprint Mhm. dans une programmation de sprinter. Il faut pas croire qu'on fait tous les jours du sprint. En général, on va dire une programmation à la semaine. Mhm. On va faire un jour de l'aérobie. Donc là où il faut trouver les courses qui vont être bénéfiques quand même pour le Mhm. sprinter, parce que ça reste un sprinter. Un jour, on va faire de la vitesse longue, c'est de la résistance vitesse, un peu le lactique, on va dire ça comme ça, où il y a peut-être 4 courses, 5 courses, parfois 3, à vitesse maximale. Et beaucoup de séances techniques. Moi, je suis très, très technique. Je suis beaucoup dans la technique. Et après, il y a les séances de vitesse. Donc, par rapport au volume, on regarde le volume. Voilà, on veut 500 mètres de volume aujourd'hui dans la séance de vitesse. Je divise par rapport aux courses, la récup, tout ça. Mais c'est en général échauffement, une partie technique et puis le corps du sujet. Ok. Quand tu parles de la gestion du volume, donc tu pars en fait sur la distance parcourue à une telle intensité, c'est ça? Mm. Comment tu calibres? Oui, c'est un peu la charge externe. Donc, je regarde, bah, cette semaine, c'est une semaine haute. Il faut tant de Les volume de pauvres. course. Oui, il faut tant de volume de course. Je fais ma programmation de sorte à déjà ne pas blesser l'athlète, parce qu'ils sont très fragiles. Et je divise. Voilà. À cette intensité, il faut autant de volume. À cette vitesse, il faut diminuer le volume, augmenter l'intensité. Il faut mettre un jour de repos entre ci et ça. En plus, il faut gérer la musculation derrière, Mhm. parce qu'ils font 2 à 3 séances de musculation Ça, par c'est toi qui semaine. t'en occupes aussi? Oui. Mhm. En fait, c'est cool parce que... C'est cool, je sais pas. Mais en athlétisme, il n'y a pas de préparateur physique. C'est les préparateurs physiques originaux. Voilà, enfin, l'athlétisme, c'est Mhm. de la préparation physique. Donc, alors qu'un coach de rugby, il va entraîner sur du technique, tactique, stratégie de jeu, voilà, travail de passe, tout ça. Et le préparateur physique, il va s'occuper, lui, de la vitesse, de la force, la puissance. Nous, on s'occupe de tout. Mhm. Il faut vraiment que ça soit bien compatible, ce travail-là et ce travail-là, parce que c'est vraiment complémentaire. Ok. Et naïvement, là, tu parlais de travail technique. Quand on parle de technique en course, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un plafond qu'on ne peut pas dépasser? Une fois qu'on sait se positionner, pousser au départ, etc. Enfin, je Euh, caricature énormément, mais est-ce qu'il y a toujours des choses à améliorer techniquement? hmm. Techniquement, c'est jamais parfait. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il y a toujours un petit truc à améliorer, à travailler, et même à très haut niveau. Il y a toujours quelque chose à faire pour optimiser cette foulée. Parce que moi, je dis souvent à mes athlètes, euh, tu fais 200 kilos en Mhm. soulevé de terre, bravo, tu es très fort en soulevé de terre. Tu peux sauter en pliométrie, je ne sais pas combien en hauteur, bah bravo, mais en attendant, tu peux pas faire un bon départ, tu peux pas exprimer pleinement ta force sur la piste. Donc c'est là où intervient la technique. C'est Mhm. que, en fait, à chaque fois que la force, elle augmente, il faut assumer derrière sur la piste. Comment on assume par la technique? C'est l'outil qui permet de maximiser les qualités physiques sur la piste pour Mhm. améliorer la vitesse. Comment je fais en sorte d'utiliser toute ma force aujourd'hui sur 100 mètres? C'est pas facile. Et ça vient de la technique. Ça vient des postures, de la foulée, du ratio amplitude-fréquence, travail de bras, genoux. Enfin, je pourrais faire une liste de 50 éléments. Et, euh, et c'est ça dont je travaille tous les jours, Ok. vraiment. Donc il y a toujours quelque chose à travailler. Tu vois, je suis très naïf dans ce sujet-là. Quand tu parles de vitesse, généralement on parle de transfert. Mm, c'est ça. Transfert de force du bas vers le haut ou du haut vers le bas,
comme on veut, ou du sol vers la personne. Est-ce que les niveaux de gainage, c'est quelque chose qui est important chez les athlètes? Oui. Oui, parce que on met tellement d'énergie au sol, de force au sol, que il y a une sorte de déformation qui se crée. Mm. On va à une vitesse élevée, il faut assumer cette déformation, il faut assumer la vitesse et il faut conserver l'énergie tout au long d'un 100 mètres, conserver la vitesse maximale. Et ça vient par la technique et le gainage aussi. Parce que sinon, on va perdre de l'énergie à chaque foulée, Ouais. ici, là, et on va arriver à 80 mètres, on commence à décélérer. Donc oui, c'est important. Après, comment travailler la technique, c'est encore un autre sujet, comment travailler le gainage, mais il faut le faire, oui, c'est important. Ok. Tu parlais de soulevé terre à 200 kg, comme exemple. Est-ce que le soulevé terre, finalement, c'est un moyen d'améliorer vraiment le gainage profond ou d'améliorer la capacité à pousser avec le bas du corps? Ou les deux? Le soulevé terre, c'est vraiment un exercice très complexe qui développe, oui, la force des jambes, la coordination haut du corps, bas du corps, le gainage. Après, encore une fois, si on est très fort sur du soulevé de terre, on sera très fort sur du soulevé de terre. Bien sûr. Il faut pas se dire qu'en faisant cet exercice-là, je vais devenir rapide. Non, ça va t'aider à améliorer ta force, mais à aucun moment c'est le secret pour que tu Bien puisses sûr. aller vite. Donc, et ça, c'est pareil pour tous les exercices. Ouais, sinon, les mecs qui font de la force athlétique ou de l'haltéro seraient les plus gros sprinteurs au monde. Voilà, il y a vraiment ce ratio force-vitesse qui est très important. Avant de parler du ratio force-vitesse, parce que ça m'intéresse beaucoup, je reviens tout à l'heure, tu disais il faut faire attention parce que les athlètes sont fragiles. Ah bah oui. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Ah bah oui, quand tu fais du sport à haute intensité, il y a beaucoup de risques de blessures. Et il ne faut pas se mentir, quoi qu'on fasse, aujourd'hui, il y a des blessés. Si on avait trouvé les solutions, si on avait trouvé un programme parfait, les scientifiques, les chercheurs, tout ça, on n'aurait plus de blessés aujourd'hui, sauf qu'on en a encore à haut niveau. On a de tout genre. Après, c'est vrai que les ischios, c'est assez présent, les déchirures, tout ça. Il faut faire attention, il faut prévenir, mais si ça arrive, c'est que le corps, il a lâché à un moment de fatigue, ça peut arriver. Il faut pas que ça mette un stop au chemin, aux objectifs des athlètes. Ok. J'ai discuté avec Gaël Faury justement sur ses blessures aux ischios. Il me disait en prévention, je sais pas si tu vois qui est Gaël, Oui. ouais, qui disait que, alors je dégrossis vraiment sa parole, hein, il m'excusera, mais que en fait il y avait beaucoup de blessures aux ischios en sprint parce qu'on les entraînait très mal en muscu et que le problème de l'inertiel classique, donc les barres ou les élastiques ou n'importe quoi, on ne demandait pas des niveaux de recrutement qu'on retrouverait en sprint. Donc lui te dit que l'iso inertiel est une des meilleures solutions pour prévenir des blessures aux ischios. Est-ce que toi, tu as pu tester ça ou jamais encore? Oui, mais encore une fois, c'est vrai que c'est une méthode qui est efficace, mais il ne faut pas s'attendre à qu'il y ait une méthode secrète, Bien sûr, magique. ça fait partie d'un tout. Oui, ça fait partie d'un tout. On peut faire ça. En effet, j'ai regardé son épisode, c'est très intéressant. On peut faire ça, mais si l'athlète il a mal dormi 2 jours avant, il va se blesser. S'il a mal mangé, s'il a des examens, je rappelle que moi je travaille dans un club amateur. Faire attention, c'est pas la même chose. Donc on essaie de prévenir au mieux, de faire en sorte d'utiliser des méthodes qui aident le sprinter à sprinter sans sprinter. C'est-à-dire que à force max, tout ça, une intensité rapide, de la puissance, mais on peut jamais vraiment être 100% sûr qu'il y aura plus de blessures. Ouais, je vois. J'aimerais bien, hein, mais je pense qu'il n'y a pas. Et tu parlais de l'importance de la vie quotidienne sur l'entraînement. Est-ce que ça, c'est quelque chose dont tu parles avec tes athlètes ou pas? Savoir s'ils sont bien, s'ils ont des examens, tu leur poses des questions? Oui, je suis obligée. En fait, la différence entre un entraîneur de club amateur et un entraîneur de l'INSEP, par exemple, c'est que nous,
À eux, ils sont là, ils appliquent leur programme d'entraînement sans se poser de questions, parce que l'athlète, il est là, il est investi, de toute façon, il n'a rien d'autre à faire. Moi, mes athlètes, comme je te l'ai dit avant, il y a des gens en médecine, il y a des étudiants, il y a des avocats, ils travaillent, ils viennent le soir à l'entraînement, ils ont passé 7 heures au bureau. Ça, c'est s'ils sont là, bien sûr, parce que souvent, ils sont là 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, 2, parfois jamais, parce qu'ils travaillent, ils ont une vie à côté. Et cette vie implique beaucoup de fatigue, peut-être un manque de sommeil, ils n'ont pas le temps, ils sont assis tout le temps sur un bureau. C'est pas comme comme un athlète de l'INSEP. Il dort, il a des siestes, il mange bien, il est suivi sur tous les côtés. Donc, je suis obligée de suivre mes athlètes, d'adapter en permanence. J'ai des athlètes qui viennent me dire aujourd'hui, j'avais beaucoup de travail, je suis fatiguée. Je ne vais pas m'amuser à lui faire de la résistance lactique. Ouais, bien sûr. Ça va lâcher. Et il faut s'adapter en permanence. Même il y a des athlètes, un de mes meilleurs athlètes, il n'est pas disponible pour faire des compétitions. Ok. Ça veut dire que moi, je l'entraîne. C'est frustrant. Hein. C'est très frustrant. Moi, je l'entraîne, il progresse. En fait, il n'est pas disponible. Je ne vais pas lui dire ne va pas faire ta garde à l'hôpital pour venir faire la compétition. Et c'est très, très, très frustrant parce que moi, j'ai envie d'avoir des athlètes qui sont là 6 fois par semaine, qui n'ont rien d'autre à faire, qui dorment bien, qui mangent bien. Et attention, parce que là, si on n'est pas capable de s'adapter, il faut partir. Parce que c'est très frustrant. Et les objectifs de l'entraîneur, ils sont en décalage avec les objectifs de l'athlète. Et moi, ce que je dis souvent à ma direction, ils s'énervent, c'est que ici, c'est du loisir professionnel. C'est-à-dire que c'est intéressant. Les athlètes, ils viennent pour se changer les idées, ils aiment bien faire de l'athlétisme, ils aiment bien faire des compétitions, mais ce n'est pas leur priorité. Bien sûr, je comprends, ils ont une vie à côté, je comprends. Mais en même temps, ils veulent des résultats. Et s'ils font 11-0, là, ils vont me tuer. S'ils font 11-0-2 à la place de 10-99, ils sont énervés sur 100 mètres. Ils sont énervés. Non, c'est pas normal. Comment ça se fait Ils n'ont pas franchi la barrière. Donc, c'est très frustrant en tant qu'entraîneur. Mais du coup, il faut s'adapter à eux. Sinon, on part. Et ce côté, justement, où les athlètes viennent te voir pour te parler de leur vie quotidienne, est-ce que c'est pas plus facile, justement, en tant qu'entraîneur femme ? Parce qu'en tant qu'entraîneur homme, ils ont souvent un frein par rapport au jugement, par rapport à l'ego, à plein de choses. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as observé au quotidien ? C'est sûr que là, on parle des désavantages d'être entraîneur femme, mais ça a beaucoup d'avantages aussi. En fait, une femme de nature, je vais dire ça comme ça aussi, je vais me faire critiquer, elle est plus gentille. Ouais. Une femme, quand tu la vois... Plus d'empathie. Oui, t'as pas peur de venir lui parler. Alors que moi, j'avais peur de mes entraîneurs. À l'époque, j'avais peur. Limite, je préférais lui envoyer un mail alors que je le vois tous les jours à l'entraînement parce que j'ai peur de sa réaction. Est-ce qu'il va comprendre ? Est-ce qu'il va me juger ? Est-ce qu'il va m'engueuler ? Est-ce qu'il va me virer ? Je sais pas. Donc oui, une femme, c'est un peu plus facile de ce côté-là. Mais encore une fois, il faut travailler la relation entraîneur-athlète. Ça, c'est primordial. Sans ça, il n'y a aucun dialogue qui fonctionne. Il n'y a rien qui fonctionne. Ça, il faut vraiment travailler au quotidien. Comment est-ce que tu travailles au quotidien ? Par la discussion, par l'échange ? Ah non, moi, c'est clair. Ou tu vas boire des coups avec à 22h ? Alors, j'évite de faire ça parce que j'ai envie de dormir. Mais moi, c'est clair. Moi, c'est clair. Il y a mon athlète qui arrive. Je lui dis, assieds-toi. Surtout quand on atteint un certain niveau où il y a vraiment un vrai investissement de ce qu'on fait, je lui dis, assieds-toi. Aujourd'hui, on a le même objectif. C'est ce temps-là, cette perf-là, cette médaille-là. Il faut qu'il comprenne, l'athlète, en urgence, que c'est un travail de collaboration. C'est donnant-donnant. Moi, je te donne les outils, les méthodes pour que tu arrives à cet objectif. Et toi, tu me donnes la confiance et l'investissement à 200% tous les jours à l'entraînement. Et une fois qu'il a compris ça, il va comprendre que c'est un travail d'équipe ce qu'on fait. En fait, l'athlétisme, on n'a pas de coéquipier.
Même tes amis d'entraînement, le jour où ils se retrouvent sur la ligne de départ avec toi, ils vont pas te dire vas-y, passe devant, je t'aime bien. Non, ils vont vouloir gagner. Et la seule personne qui sera contente vraiment autant que toi euh, pour tes performances, ça sera moi. Et le jour où tu vas te blesser, ça peut arriver les blessures, il y a 2 personnes qui vont mal dormir le soir, c'est toi et moi. Et ça, c'est très important parce qu'ils pourront venir lui faire tout le discours. Ah oui, t'inquiète, ça va aller. Mais nous deux, on va mal dormir. Une fois qu'il a compris que, en fait, c'est un travail. On est une personne, en fait. On est une équipe. À partir de là, le dialogue, il sera plus facile. La communication, elle sera plus facile. Si on doit se mettre en question des 2 côtés, bien sûr, on peut le faire. Il va s'investir à l'entraînement à 100%, il va mettre du sens à ce qu'il fait, parce qu'il sait que moi, je veux son bien et qu'on a le même objectif et que je suis là pour lui. C'est vraiment un soutien inconditionnel. Et là, il va faire face à tout. Donc, au haut, au bas, aux éléments parasites, parce que souvent, on va en compétition. Moi, je les vois, les entraîneurs. Ils viennent voir mes athlètes, et pas que mes athlètes, tout le monde, vient leur dire... oui, chez vous, c'est Boulogne-Billancourt. Voilà, chez nous, on a une salle intérieure, on a des athlètes de très haut niveau. Vous aurez moins froid. Voilà, vous aurez moins froid, on peut vous acheter des pointes. Et là, l'athlète, il sera capable de lui dire, bah non, moi je fais confiance à ma coach et je m'en fous de ce que tu dis. Et même les amis d'entraînement. Malheureusement, il y a des athlètes qui ont essayé d'influencer mes athlètes. C'est des amis d'entraînement. Ils leur disent oui, mais tu sais, tu t'es blessé 2 fois et demi cette année. Donc, il faut vraiment arrêter l'athlétisme. Là, ou bien changer de coach. Là, ça sert à rien. Mais bon, le jour où il fera une bonne performance, ils sont tous là à l'applaudir. Et avec cette relation, déjà, c'est très bien parce qu'il vient me raconter tout ça. On peut créer de la communication, un dialogue. À partir de là, c'est facile. Je vois, quand je suis arrivé sur Lyon pour faire mes études, j'ai été reçu et accepté dans un club en tant qu'entraîneur chez les jeunes par Laure Cativalente, que je reçois dans la saison 4. Et vraiment, elle m'a marqué et impressionné. Parce que, faut t'imaginer, donc, une entraîneur qui doit faire moins d'1m60, toute petite. Elle avait la voix qui portait, par contre, c'était son gros avantage, je pense, celle qu'on entendait le plus sur les compètes. Mais elle pouvait faire des séances où il y avait 100-150 bonhommes, la tête cassée, costaud, et elle arrivait à driver ça, mais d'une main de maître. J'étais impressionné. Et à la fois, ce côté douceur qu'elle pouvait avoir avec certains... qu'elle connaissait depuis longtemps. Et je voyais ça d'un œil extérieur, je me disais, mais c'est extraordinaire ce qu'elle fait en termes de management, de communication. Alors, à son style, on aime, on n'aime pas, mais moi, j'étais fan absolu de ce qu'elle faisait. Elle m'a presque donné envie de refaire de la compète. Elle m'a eu sur quelques-unes en équipe. Mais je trouvais que, justement, l'entraîneur féminin avait cette chance-là de pouvoir... switcher entre, comme tu disais tout à l'heure, un peu l'autorité et ce côté douceur qu'un entraîneur masculin osera très rarement, pour pas dire jamais, assumer ou mettre en avant. Et est-ce qu'il n'y a pas des athlètes qui vont être beaucoup plus réceptifs à ça, donc à ce côté féminin, que ce côté masculin très autoritaire comme il peut l'être parfois? Est-ce qu'il n'y en a pas certains qui viennent dans ton club juste parce que tu es une femme et que tu pourras leur apporter autre chose, peut-être? Alors ça, je ne suis pas sûre qu'ils vont faire ça juste parce que je suis une femme. Parce que bon, il y a aussi toute la partie je ne fais pas confiance à son travail. Oui, on parle de compétences égales, bien évidemment. Mais une fois que ça s'est fait, je ne sais pas, ça dépend de l'athlète. Parce qu'il y a des athlètes qui aiment bien... un entraîneur avec la voix qui résonne, qui aime bien ce côté masculin des choses, ce côté très strict, c'est ce côté où on lui impose, où il n'a même pas le droit de parler. Et il y en a d'autres qui
préfèrent ce petit côté féminin. Mais c'est pour ça, l'exemple que vous avez donné, c'est important parce qu'il faut avoir les deux. Il faut savoir être strict et très méchant quand il le faut. Je l'ai fait plein de fois. On voit le visage qui change quand tu dis Oui, ça. ils l'ont vraiment, ils ont vu. Bah voilà, c'est deux visages. Ils ont vu le visage qui rigole pas et et puis le côté où je suis là si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je suis là pour vous, bla 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 bla. Donc Ok, c'est un mélange des deux, c'est assez impressionnant. Mm. ok, trop intéressant. Est-ce qu'il y a un thème que tu as envie d'aborder, qu'on n'aurait peut-être pas encore abordé? Hmm, oui, enfin, pour résumer un peu tout, c'est les femmes, lancez-vous. Vraiment, vous avez vu, ça marche très bien, vous inquiétez pas, je vais très bien dans ma vie. Lancez-vous, euh, formez-vous, prenez le temps de débuter, ne lâchez pas à la moindre difficulté. Euh, c'est dur au début, mais au final, je suis encore là. Euh, et sur le côté technique, c'est vraiment, pour moi, encore une fois, le plus important, c'est en termes de pratique, c'est de développer les qualités physiques de mes athlètes, d'optimiser au mieux, et puis de faire en sorte de transférer tout ça sur le terrain, euh, de faire en sorte d'améliorer la technique. Attention, hein, quand on parle de technique, il ne faut pas penser qu'à l'entraînement, je leur mets une vidéo et je leur dis il faut faire comme ça. Ce n'est pas un modèle standard, c'est travailler sur l'optimisation de la technique naturelle. Il ne faut pas mal me comprendre. Naturelle de l'athlète, c'est-à-dire que analyser ses points forts, voir, bah lui, il est en fréquence, il a beaucoup de fréquences, il est né, il a de la fréquence innée, mais on a l'impression qu'il court sur place. Je ne vais pas enlever sa fréquence pour voilà, allonger sa foulée. Non, je vais essayer, oui, allonger un tout petit peu, mais diriger la foulée vers l'avant, orienter le genou, faire quelque chose. Mais aujourd'hui, même à haut niveau, chaque athlète, il court différemment. Il Ouais. n'y a pas un modèle standard. Parce que là, je parlais de technique, j'ai pas envie qu'ils pensent que moi, je suis le modèle standard. Ça ne fonctionne pas sur tout le monde. Il y a des athlètes, quand tu dénaturalises leur foulée pour suivre ce modèle de Bolt, par exemple, bah, ça ne marche pas. D'un coup, il est moins rapide et après, on s'étonne. De vraiment optimiser la technique naturelle de cet athlète. Après, comment on fait ça? Ça suffit pas juste de lui dire monte le genou, avance les épaules, grandis-toi. Oui, il faut lui dire ce qu'on attend de lui, mais il faut aussi mettre en place Situation. des ateliers qui décomposent peut-être le problème, la foulée. Ça peut être tout simple, ça peut être un exercice avec l'élastique, il ne faut pas chercher les exercices complexes. Et où l'athlète, il va dire ah, bah Tamara, en fait, c'est ça quand tu me disais d'appuyer au sol pour monter le genou. C'est ça qu'il faut faire. Je lui dis oui. Il va comprendre tout seul. Et une fois qu'il a compris, à partir de là, il faut répéter, 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 répéter tout le processus de l'apprentissage moteur, qu'on fait tout le temps d'ailleurs. Et une fois qu'il a tellement répété, bah, ce schéma de course, il devient ancré et automatique. Il n'a pas besoin de mettre tout son focus attentionnel dedans. Et surtout reproductible à l'entraînement et en compétition. Peu importe la compétition, peu importe le niveau de la compétition, peu importe qui y a à côté, il a un schéma de course tellement clair qu'il peut le reproduire tout le temps. Et, euh, et voilà, pour moi, c'est un peu ma vision du sprint, ce que je fais tous les jours à l'entraînement. Ok. Quand tu parles d'analyser la foulée et la technique de course naturelle, est-ce que tu as un process particulier ou c'est vraiment de l'observation et l'œil du coach? Ouais, après, c'est le fameux œil du coach. C'est, tu vois, en fait, par rapport à chaque athlète, après, il faut connaître vraiment les athlètes. Je peux pas venir, ça m'énerve, les gens qui font ça, venir juger un athlète de quelqu'un d'autre. À tout moment, c'est pire autrement. Donc oui, mes athlètes, à force de les voir, de les voir, de les voir, je vois ce qui va, ce qui ne va pas. Je vois que, bon, bah,
cette foulée, elle est trop petite, cette foulée, elle est très grande. Je vois qu'il met un peu plus de force d'un côté que d'autre. Ça, on peut faire des tests, pas que déduire des choses. Et les points faibles, pareil. Il y a un genou qui monte pas assez. C'est pas l'œil de coach des vidéos, tout simplement. C'est quand tu connais le métier, il y a tout qui te montre ce qu'il faut voir. Et à partir de là, ça commence. Ok. J'aimerais revenir, parce que je t'avais dit que je reviendrai, je n'oublie jamais rien, sur le profil force-vitesse. Oui. Comment est-ce que toi, tu le testes et l'utilises au quotidien? Et est-ce que c'est important déjà? Oui, c'est important. Ok. Parce que, encore une fois, tu as de la force, tu n'as pas la vitesse après, ça sert à rien. Et souvent, le juste milieu, c'est la puissance. Moi, je travaille vraiment sur la puissance parce que c'est le juste milieu entre les deux. Et je travaille sur la capacité à produire une force rapidement. Ça, c'est vraiment le cœur de mon métier. La force-vitesse, encore limite, ça, c'est un profilage. Mais après, qu'est-ce que j'en fais après? Je ne sais pas. Donc, je suis beaucoup sur tout ce qui est travail de plio, d'indice RSI, pour, encore une fois, transférer ses qualités physiques sur de la vitesse, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on fait du sprint. Donc, cette capacité à produire de la force vite au sol et de le répéter sur un 100 mètres avec une intensité maximale. Donc, oui, c'est beaucoup vraiment l'efficacité de la foulée, l'efficacité du contact au sol pour essayer de garder le plus d'énergie possible sur un 100 mètres, d'en perdre le moins possible et d'être efficace. Et c'est être efficace qui après va nous permettre d'avoir le temps de réaliser une foulée optimale, de faire la technique, blablabla. Et oui, donc souvent quand j'ai un athlète beaucoup trop fort pour sa vitesse, ça arrive. Ouais, j'ai reçu des bodybuilders, des athlètes de rugby, là j'en ai un, ils sont comme ça. Ouais, je me suis dit, waouh, j'ai un athlète qui a beaucoup de force. Viens, on teste sur un 50 mètres. Et bien, ça court sur place. En fait, et là, il faut accepter de diminuer un peu la force. Je vais me faire critiquer aussi. Mais cette force, essayer de la convertir en puissance. Ouais, je vois Et très moins travailler Ils aiment trop travailler un RM, tout ça. Oui, d'accord. Mais en attendant, je fais du sprint, moi. Ok. Accepter de moins travailler la force. L'athlète ne sera pas content, bien évidemment, mais je m'en fous. Et plus travailler la puissance, la qualité du pied, vraiment la plio, la force, mais dans le côté dynamique des choses. Et après, j'ai aussi beaucoup d'athlètes. Encore, j'en ai un, le plus rapide de chez nous. Le plus rapide de mon club. Il a le moins de force. C'est assez frustrant pour lui, d'ailleurs. Mais c'est donc, plus facile d'y remédier. Oui, c'est beaucoup plus facile. Enfin, oui. Mais il faut tout recommencer. Il faut en permanence aller chercher cette force en muscu, mettre des charges qu'il n'a pas l'habitude de mettre et attendre que ça prend. Et après, que ça n'interfère pas sur sa vitesse. Donc, il y a de tout, en fait. Ok, super intéressant. Est-ce qu'en muscu, tu vas utiliser tout ce qui va être accéléromètre pour travailler sur de la vitesse, de poussée de barre ou pas du tout? Pas du tout. Parce que déjà, j'en ai pas. Et parce que je rappelle que je travaille dans un club amateur. Et souvent, on oublie que j'aimerais trop en avoir ça. Mais malheureusement, je travaille dans un club amateur et c'est ça les inconvénients et les désavantages que j'ai par rapport aux entraîneurs qui travaillent à l'INSEP. Moi, quand mes athlètes, ils sprintent sur des starting blocks, le starting block, il bouge, il faut 2 personnes derrière pour le tenir. Je vais faire... C'est la réalité de terrain. Attention, la direction de mon club, là, ils vont s'énerver. Mais c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes moyens financiers déjà pour le club, et c'est totalement compréhensible, mais aussi pour l'entraîneur. Ça veut dire que toutes ces méthodes-là, On s'en prive un petit peu. ça pouvait m'aider, mais j'en ai pas, donc je fais sans. Je fais avec d'autres moyens. Ouais. C'est vrai que c'est compliqué au quotidien. Moi, je sais que je travaille sur un pôle France et
Ah, Déjà, acheter des élastiques, c'était compliqué. ah bah voilà. Et les accéléromètres, c'est moi qui avais acheté un Beast à l'époque. Alors, maintenant, on connaît la fiabilité du truc qui n'est pas terrible. Oui, mais Mais bon, ça me donnait déjà c'est des mieux, oui. indications. Et Oui, c'était déjà très bien par rapport à rien oui, du oui, tout. oui. Je me permets de couper ton émission 1 minute. N'oublie pas de t'inscrire sur le club des entraîneurs. Ça soutient énormément la chaîne. Parce que clairement, c'est ce qui nous fait vivre. Ça coûte 10 € par mois. Tu as une semaine gratuite pour découvrir tout le contenu avant de payer quoi que ce soit. Si jamais ça ne te plaît pas, tu peux bien évidemment te désinscrire. Tu trouveras énormément de contenu. Des articles qui sont faits toutes les semaines, des résumés d'articles scientifiques, de thèses, de livres, énormément de choses, plus un espace d'échange. Je te garantis que ça vaut le coup pour seulement 9,90 exactement par mois. Salut. Euh, ça vient que des femmes. Il faut que une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, des gens comme moi le fassent. Et après, ça sera plus facile pour les autres. Il faut qu'aujourd'hui, quand on arrive dans un staff, bah, t- moi, dans mon club, on est deux femmes sur un staff de 12, donc j'imagine même pas dans les clubs de haut niveau. En fait, il faut savoir se faire une place. Il faut vraiment savoir se faire une place, se faire respecter, dire que bah, nous, on est pareil. J'ai des compétences, tu as des compétences. Maintenant, tu l'acceptes, tu ne l'acceptes pas. Moi, je suis encore là. Et le prouver pour... peut-être que ça va prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, je ne sais pas. Mais pour, au final, qu'on arrive à un stade où il y a 50-50% des gens. Et ça, c'est si à chaque fois, les femmes, elles ont peur de se lancer, elles ont peur de chercher des opportunités, elles ont peur de l'échec, elles abandonnent, ça ne marchera jamais. Tu ne te fais pas accepter dans ce staff, dans ce club, parce que tu es une femme, cherche ailleurs. Vas-y, il faut vraiment pas abandonner, parce que on n'y arrivera jamais. Oui, il faut se faire une place, il faut tous les jours, vraiment tous les jours, et ça viendra. C'est vraiment un travail d'équipe féminin, les filles. Donc, Il va falloir que tu montes un collectif là. oui, donc s'il faut aller trouver des modèles, je sais que la coach de Jemima Joseph, c'est une des meilleures sprinteuses françaises, c'est une femme. Allez chercher ce qu'elles font. Déjà, chercher qui sont. Je sais que la coach de Gabi Thomas, c'est une internationale, championne olympique sur 200, une femme aussi. Donc, allez chercher, allez voir qu'il y a des modèles, il y a des exemples qu'on peut suivre et que vous n'êtes pas seul et que on peut le faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que les différents styles pédagogiques ont été faciles à identifier dès le début de vos entraînements? Entre les catégories d'âge, ça. Les différents styles pédagogiques, ouais, j'imagine. Ouais, est-ce que c'est sur l'âge ou ta méthodologie de management peut-être? Oui, Bonne oui. question. Après, il y a beaucoup de pédagogies différentes. Euh, Ça aussi, ça vient de l'entraîneur et ses visions des choses. Je sais qu'il y a des entraîneurs, je vais dire que je pense qu'ils parlent des jeunes. Mhm. Il y a des entraîneurs qui sont plus dans le ludique des choses, qui préfèrent faire l'épervier. Enfin, c'est un jeu aller-retour, là. Un jeu pour développer l'endurance. Et il y en a d'autres qui préfèrent faire de, de l'endurance longue, des 150, je sais pas, pour des jeunes. Et c'est pas vraiment les méthodes, c'est comment accrocher cet athlète. Alors, peu importe ce qu'on fait, il faut avoir une technique pour accrocher cet athlète à ce sport et lui donner du plaisir, être clair dans ses consignes. Euh, pour les gens, pour les enfants, il n'y a pas d'autre solution, il faut être gentil. Voilà. Sinon, ils ne reviennent plus. Donc, Ah mince. oui, c'est un tout. C'est un tout et la pédagogie, ça fait partie voilà, de la technique de l'entraîneur. Il y a des questions que je pose régulièrement à la fin. Pour toi, qu'est-ce qu'un bon entraîneur? Un bon entraîneur, c'est une personne qui est capable de construire un programme d'entraînement, tout simplement, construire des séances dans le but d'améliorer la performance de cet athlète, précisément, mais aussi qui est capable de communiquer avec l'athlète, d'être là pour lui, voilà, de faire tout ce travail de collaboration, de travail d'équipe. Parce qu'un entraîneur qui sait juste faire des programmes, l'athlète, il n'a pas besoin de lui. Il va sur ChatGPT, écrire un programme d'entraînement et il va faire l'entraînement tout seul.
Donc, c'est une personne qui est là quand l'athlète a besoin. C'est une personne avec ses instructions techniques, sa vision des choses. Elle permet au quotidien d'améliorer ce que fait l'athlète, que ce soit technique, intensité, blabla. Et qui est capable en même temps d'être là pour lui, les hauts et les bas, euh, et de le considérer comme humain, l'athlète. Ça, c'est important. Parce que moi, quand je m'énerve, je dis souvent à mes athlètes, allez voir ailleurs. Allez voir ailleurs. Vous allez voir. Sûrement, il y a des coachs avec 50 ans d'expérience. C'est sûr, ils peuvent faire un programme d'entraînement mieux que moi. Et bien sûr, c'est encore heureux. Mais est-ce que cet entraîneur de haut niveau, est-ce qu'il va te regarder? Est-ce qu'avec ton niveau et ce que tu fais dans ta vie et tout l'environnement où tu es, est-ce que cet entraîneur, il va te donner de l'importance? Est-ce qu'il va te considérer comme humain? Pour lui, bon voilà, tu cours en 10,90, tu vaux 10,90, j'ai des athlètes qui courent en 10,20, qu'est-ce que j'en ai rien à foutre? Donc, l'athlète aujourd'hui, il recherche un peu des deux, enfin beaucoup des deux. C'est vraiment ce programme qui est individualisé et qui suit les normes, le principe de l'entraînement, tout ça, mais aussi un entraîneur qui lui montre qu'on s'adapte à lui, qu'on est là pour lui, qu'il n'est pas tout seul, que voilà, c'est un travail d'équipe, de collaboration, et on essaie de le mettre dans un environnement où il se sent bien. Ok, génial. Est-ce qu'il y a des formations, parce que tu parlais de monter en compétences, est-ce qu'il y a des formations que tu recommandes? Voilà, le problème des formations. Je sais pas. Parce qu'à un moment, j'étais contre tout ce qui est BPGEPS et compagnie. Ça m'énervait. Vraiment, ça m'énervait de voir que un entraîneur, enfin, un animateur, je ne sais pas si c'est un entraîneur, il arrive aujourd'hui avec 6 mois de formation. Moi, j'en ai fait 5. Et il a le même métier que moi, il a la carte professionnelle, il a le même salaire. Je ne comprenais pas. Ça m'énervait. Et, euh, et après, je voyais aussi des gens en master, voilà, dans le master où j'étais, mais ils sont nuls aussi. Donc, c'est des gens qui sont tellement forts dans la recherche scientifique. Ils peuvent écrire 5 thèses par jour. Ils connaissent l'anatomie, la biomécanique, la physiologie par cœur. Mais est-ce que cette formation, elle nous apporte quelque chose au niveau du terrain? Non. Honnêtement, je vous le dis. Si vous connaissez, si vous avez de l'expérience, je dis pas non. Si vous avez de l'expérience et un peu de compétences techniques, bah, vous n'allez rien apprendre. Moi, j'ai appris la définition de la force, de la vitesse. Ben voilà, merci. Donc, et après, il y a des entraîneurs qui n'ont pas de diplôme. Et eux, bah, souvent, c'est les plus forts. Parce qu'ils ont le moyen d'aller chercher tout seul, d'aller chercher ce qu'ils trouvent intéressant. Personne ne leur impose quelque chose. Enfin, personne ne leur impose une méthodologie. Ils ne sont pas notés sur des fautes d'orthographe en master et ils ne sont pas notés sur les niveaux de sécurité en BPGEPS et compagnie. Donc, il n'y a pas de formation que je recommande. Je recommande la formation continue, vraiment. Si vous devez faire un master, allez-y. Si vous devez faire BPGEPS, oui. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Il ne faut pas penser que parce que j'ai un master, c'est que maintenant je sais tout. Ou bien parce que j'ai un BPGEPS, que maintenant je sais tout. Non, ça ne s'arrête pas là. Vous ne savez rien. Et il faut tout le temps aller chercher partout. Les articles, parler avec d'autres entraîneurs. Ça ne sert à rien d'avoir des compétences scientifiques si au final on ne comprend rien à ce qu'on fait, on n'arrive pas à l'appliquer. Donc moi, je respecte beaucoup les entraîneurs qui n'ont pas de diplôme. En vrai, je n'incite pas à ne pas avoir de diplôme. Mais c'est des gens qui savent ce qu'ils veulent et qui font en sorte de se former. Ils trouvent les solutions pour se former tout seuls. Personne ne leur impose rien du tout. Ok. Ça me fait penser, quand j'ai passé ma ceinture noire en judo, mon entraîneur me l'a remise. Alors, je n'accordais pas spécialement d'importance à cette ceinture noire. C'est pas quelque chose qui me tenait à cœur spécifiquement. Et il me dit, ça y est, tu as fini ta formation initiale pour comprendre ce que c'est le judo et maintenant tu vas pouvoir créer des choses et comprendre des choses. Il me dit surtout, ne pense pas que c'est la fin, ce n'est que le début.
Et les diplômes, c'est exactement la même C'est chose. ça. Souvent, on pense que c'est une fin en soi, alors que ce n'est que le début, parce que ça y est, on a acquis les bases pour comprendre ce qui peut se passer derrière. Oui. Est-ce que tu as des livres à recommander? Aïe. Alors, mes livres à recommander sont en anglais. Tu peux quand même. Parce que vous avez bien vu que c'est pas ma langue préférée, le français. Euh, Il y a un livre, Ça se voit pas, honnêtement, ça se voit vraiment pas. bah, tant mieux. Il y a un livre qui s'appelle Les limites, voilà, je le traduis, Les limites de la performance humaine, Mhm. par un docteur qui s'appelle Will. Et j'adore ce livre. Je l'ai lu 2 fois parce qu'il parle de comment, comment est-ce qu'on évite d'atteindre cette limite humaine de performance. Et est-ce qu'il y en a vraiment une limite? Est-ce qu'aujourd'hui, on a une limite en endurance, en vitesse, Mhm. en force? Est-ce qu'un jour, on pourra soulever 400 kilos en squat? Peut-être qu'il y a des gens qui le Ouais, font. ça le fait déjà. Ah, Ouais. d'accord. Un, Donc, un des seuls Français qui le fait, Sofiane Belkessière, je crois. voilà, donc 500 kilos en squat, 600. Est-ce que ça peut arriver un jour? Est-ce qu'on aura les moyens de le faire? Bah, c'est comme au marathon, on avait tout le temps dit Bien qu'on sûr. n'aura pas 2 heures. Voilà. Donc, c'est un livre à lire. Je ne vous donnerai pas plus de détails pour que vous allez le lire. Et, On le mettra en lien. et ça vous donnera les réponses. Ok, C'est assez intéressant comme réponse. trop bien. Est-ce qu'il y en a d'autres ou Non, je pense que c'est celui-là qui m'a le le plus plus marqué. marqué? Allez, super. Je te laisse le mot de la fin. J'espère que ce dialogue, il a aidé le plus de gens possible et qu'il a été intéressant. Ils n'ont pas perdu leur temps à écouter une fille de 1m62 parler. Et, On voit pas ta taille, t'inquiète pas. ok. Et, et voilà, je suis disponible s'il y a des jeunes qui veulent se lancer dans ce métier, ils n'arrivent pas comment le faire. Je suis là. Et merci à vous de m'avoir invité. C'était excellent. Tamara, merci. Merci à vous. J'espère que l'émission t'aura plu. Alors oui, un petit peu plus court que d'habitude, on était un peu pris par le temps. Et il y a eu beaucoup d'échanges avec un live qui avait eu lieu. Donc en fait, il y a une partie que je mettrai sur le club, qui est une partie de questions-réponses en fait avec Tamara en direct avec les gens qui regardaient sur le live. Si ça t'intéresse, tu peux retrouver ça sur le club des entraîneurs pour 10 € par mois et en plus tu as une semaine pour découvrir. En attendant de te voir sur le club, je te donne rendez-vous dans 15 jours avec Fred Cossé. Salut!